Au Tchad, comme dans beaucoup de sociétés africaines, le partage et l'entraide relèvent du quotidien et font partie de notre modèle de vie. Un comportement collectif et individuel transmis de génération en génération qui se manifeste dans tous nos gestes. C'est notre manière d'habiter le monde. Les sociétés changent, évoluent, se transforment. Alors une question s'impose. Comment cette culture dit tous ensemble a-t-elle évolué dans un monde de plus en plus individualiste? Ce partage émotionnel, économique, social trouve-t-il encore sa place? Dans ces numéros, nous explorons cette identité africaine connue de tous, la solidarité. On va parler de la solidarité en cherchant à comprendre l'équilibre entre ce que l'on doit faire, ce que l'on peut faire et ce que la société attend de nous. Pour ce voyage au cœur de notre civilisation, nous avons sur les plateaux Suleiman Abdelkerim, Adoum Abdelkader, Zara Brahim et moi-même, Hamza Ben Hassan. Pour enrichir cette discussion, nous accueillons l'invité du jour, la coach en développement personnel, Hanan Mouta, dont le regard nous aidera à comprendre ce que la solidarité relève de nos choix, de nos forces et de nos tensions. Hanan, bienvenue sur le plateau de Reflets Croisés. Merci, bonjour à tous. Vous portez plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, on a voulu vous inviter sur le plateau de Reflets Croisés en tant que coach en développement personnel. Déjà, Hanan, pour commencer, quel est l'état de santé de la solidarité au Tchad? Bonne question, assez pertinente. Je dirais que la solidarité au Tchad est belle, omniprésente et comateuse. C'est-à-dire? Pourquoi je dis ça? Parce que tous les jours, on voit d'élan de solidarité qui repose sur 4 piliers importants. La dignité humaine, la fraternité. Les Tchadiens sont très fraternels dans l'entraide, dans la bienveillance, la bienfaisance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi. Mais également un troisième aspect qui est la redistribution des richesses. Et sans oublier la responsabilité collective, qui n'est pas uniquement rappelée par la religion, mais par notre également société africaine et par nos cultures et nos traditions. Maintenant, quand je dis qu'elle est comateuse, c'est parce qu'on assiste à une sorte d'anesthésie morale collective qui fait que certains actes de solidarité peuvent être perçus comme si on cherche plus à faire du buzz, à faire plus de la relation publique. C'est-à-dire il y a des choufounis foga, quoi. Il y a du show-off, exactement, il y a du show-phonie. Alors que l'essence même de ce concept est noble, parce qu'il s'agit de mettre la dignité, la fraternité au cœur des actes de solidarité. D'accord, Hanan, je comprends un peu ce que vous dites, mais maintenant dans la pratique, vous êtes coach en développement personnel. Qui remarquez-vous le plus souvent? Est-ce que c'est un recul de l'entraide ou une transformation de ses formes? Évidemment, vous venez de dire qu'aujourd'hui, voilà, quand on fait un geste, on veut que tout le monde voie pour que, voilà, moi je fais ça. Est-ce que c'est un peu dans toutes les formes de l'entraide qu'on trouve ça? Ou, voilà, pour ceux qui sont un peu plus exhibitionnistes ou qui veulent toujours un retour de reconnaissance collective par rapport à ce type d'actes? On a deux phénomènes qui sont à l'extrême. Et je vais prendre des exemples pour qualifier les deux. On a d'un côté des actes de solidarité dans leur plus belle forme. Être présent pour les autres, aider les autres, assister les autres. Ce n'est pas uniquement ses parents les plus proches, mais également ses voisins, sa communauté, les gens qui sont dans son pays. Ailleurs, peu importe sous la forme que ça prend, les gens sont disponibles à se mettre ensemble pour aider les autres, pour venir en aide aux autres. Maintenant, de l'autre côté, on a l'extrême, vraiment l'extrême très péjoratif, où les gens cherchent à se montrer, à nourrir une sorte de narcissisme qui ne dit pas son nom.
Ça, c'est pour la personne qui le fait. Maintenant, la personne qui reçoit cette solidarité, il y a un abus. Il y a beaucoup d'abus. Ça devient une sorte d'excuse pour que la personne qui reçoit cette solidarité-là ne fasse rien du tout. Se cache derrière les autres. Use et abuse de la solidarité des autres. Oui, Maintenant, on assiste dans notre société de plus en plus, je ne dirais pas une transformation, mais plus une mutation de la solidarité. Avant, les gens, par leur acte de solidarité, cherchaient juste à satisfaire des besoins primaires. Je veux manger, je veux boire. Je n'ai pas les moyens de manger, je n'ai pas le moyen de nourrir ma famille. Je vais voir Souleymane, je vais voir mon voisin, il va me donner à manger, il va me donner à boire. Maintenant, on veut se mettre au même niveau social, matériel que la personne qu'on sollicite. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça change beaucoup. Hein, Exactement. parce que c'est vrai que la solidarité fait partie de notre ADN. C'est vraiment une marque tchadienne où on va tous fiers. Et ça, on le vit chaque jour. On veut que ça reste. Mais justement, Hanan, comment faire pour trouver un équilibre, pour ne pas perdre cette identité, en même temps, n'est pas que l'entraide reste encore dans les besoins primaires, où voilà, c'est que cette méthode va aider réellement quelqu'un qui est dans les besoins. C'est comment faire. Et puis en même temps, je vous pose une deuxième question. On peut dire que très souvent aujourd'hui, les gens, ils disent voilà, j'en peux plus, les gens me demandent beaucoup plus de ce que je peux faire. On devient presque une victime. Donc la personne qui octroie, qui donne, en même temps se sent oppressée, la société. Comment faire pour vraiment donner à ceux qui ont réellement besoin et en même temps ne pas être victime de la société? À mon avis, on devrait juste revenir sur les bases même de la solidarité. Pourquoi on pose des actes de solidarité? À la base, c'est pour aider les plus nécessiteux. C'est être présent dans sa société, dans sa communauté. C'est le partage, mais oui, également en maintenant la dignité de ces personnes qui reçoivent. Il y a plusieurs choses à faire. Il faut qu'on s'aide tous ensemble en tant que communauté. Je fais ce que je peux. C'est accepter aussi que je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations. Et c'est OK. Accepter. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que je n'ai pas à répondre à toutes les sollicitations. Oui, Madame Hanan, on a du mal au Tchad à dire non. Parce que très souvent, et ça on le sait tous, ça nous arrive chaque jour, quelqu'un vient te faire une doléance, il te pose quelque chose qu'en réalité, objectivement, tu ne peux pas le faire. Mais au lieu de dire, voilà, je ne suis pas dans la possibilité de subvenir à cette demande, on dit, voilà, je vais voir, je vais essayer. D'où vient ça? Pourquoi on a du mal à dire, non, ce n'est pas possible? Ça fait partie de notre culture et de notre éducation de base. On a toujours appris à mettre les autres en avant. L'utilité, notre utilité en tant que personne vis-à-vis de notre communauté et des autres, d'abord. On met toujours de côté notre personne. Oui, on s'efface. Oui, mais ça crée des problèmes parce qu'on donne ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Quand on dit, je verrai t'aller dans Yom Ahar ou t'aller à la fin du mois, alors que pertinemment, on sait très bien que... C'est un exercice qui est beaucoup plus difficile qu'on le pense. S'il était aussi facile, personne n'aurait de problème par rapport à la solidarité. Ah oui. Nous sommes tous victimes de cela. Pourquoi? C'est parce que c'est déjà d'être conscient. Soyons conscients du fait qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations, de 1. De 2, c'est d'accepter de ne pas porter le fardeau des autres. Pour la simple raison qu'en fait, il s'agit de ma santé. Oui, aussi. D'abord. Je ne suis intéressante ou je ne peux aider les autres que si je suis apte, aussi bien physiquement, mentalement que matériellement. Il faut qu'on soit de plus en plus conscient qu'il y a un lien très étroit entre la pression émotionnelle et la solidarité ou les actes qu'on pose dans notre société.
apprendre à dire non. On ne sait pas dire non dans notre société. Mais c'est un exercice qui est très difficile, mais il faut prendre le temps de le faire. Si quelqu'un me dit, je vais prendre un exemple. Je viens pour une doléance. Justement, c'est par rapport à cela qu'on dit que la solidarité a pris un recul. En fait, il y a deux choses. Parce que la personne qui va donner la solidarité, ça titille un peu son ego. Je suis capable de. Je suis celui qui aide. Je suis celui qui ouvre la porte aux autres. Je suis là pour les autres. Sauf que ça, c'est le visage qu'on donne aux autres, à la société. Mais quand on rentre, j'en peux plus. Je suis épuisée. On est comme une éponge. On ne fait que absorber les problèmes des autres. On ne fait que porter les fardeaux. Et ce qui fait qu'à la fin de la journée, ceux qui viennent demander, eux, ils dorment. Hein? Eux, ils dorment. Mais qui se retrouve avec la tension? Qui se retrouve avec des problèmes cardio? C'est nous. Et on a du mal à faire ce lien-là. Mais comme il y a de plus en plus de maladies dans nos sociétés, les gens commencent à prendre conscience du fait, OK, il faut que je mette une limite entre moi et les autres pour ma santé mentale, ma santé physique. Les deux sont liés. Pour revenir à ta question, Hamza, c'est apprendre à dire non. Apprendre, c'est un exercice à faire en fait. C'est, OK, aujourd'hui je n'ai pas, tu mets un montant par exemple. Je mets un montant, 100 000 par mois, je sais que ça, je veux le faire parce que j'ai envie de le faire. Parce que c'est ma capacité financière à le faire et je prends plaisir à aider les autres avec ce montant-là. Quand je suis conscient de ça, si je finis ces 100 000-là, que Adoum vienne me voir pour me dire, oui, mais aujourd'hui, pour X, Y raison, souvent, c'est mon fils est malade, même si on sait que parfois, c'est des problèmes imaginaires, hein? On est d'accord, hein? Ouais. Il y a toujours cette porte-là pour les abus. C'est ça. On est d'accord? C'est que, OK, mais là, je n'ai rien. Je te mets sur le mois prochain. Mais cet exercice-là, je dois le faire. C'est pas Adoum qui va venir me le faire. Les sollicitations ne vont jamais manquer. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire... c'est-à-dire que chaque personne, hein, j'essaie de voir la chose de cette manière, savoir dire non, mais en même temps, peut-être même aider ces personnes à pouvoir à un moment donné être autonomes. Parce qu'en réalité, c'est une histoire sans fin, c'est tout le temps la même histoire qui se représente. Est-ce que quelque part, en Afrique en général et au Tchad en particulier, chaque personne ne doit pas être, je ne sais pas, un parrain, un coach d'un proche qui à un moment donné a besoin aussi qu'on lui dise, mais voilà, tu peux te prendre en charge. C'est une forme de solidarité. Mais tu ne peux aider que la personne qui a envie de changer sa vie. Ah, donc tu me l'amènes d'une autre manière. Hein? C'est-à-dire que là, il faut d'abord commencer par le fait Il s'agit de toi. C'est d'abord te concentrer sur toi. Si toi, tu changes, les autres changeront. Tu ne peux pas changer les autres s'ils ne veulent pas changer. Oui, ça c'est... Et la majorité des cas où c'est extrême et qui nous fatigue le plus, c'est parce que ces gens-là n'ont nullement l'intention de changer leur vie. C'est toi que ça dérange. Je vois que Zara est là. Il y a aussi la religion hein, qui dit qu'il faut aider les vulnérables. Il y a nos raisons typiquement culturelles. Oui, tchadiennes. La religion, je ne sais pas pour la religion chrétienne, mais la religion musulmane a bien cadré cela. Rien que le fait d'écouter quelqu'un, c'est déjà une solidarité, c'est une forme de solidarité. Le fait par rapport à la zakat, c'est la solidarité. Maintenant, ce que les autres en font, ce n'est pas ma responsabilité. Je peux sensibiliser les autres pour leur dire, il y a telle chose à faire. Mais souvent, on assiste à quoi? Là encore, on parle des cas de solidarité extrême, négative. Mais on a plein de cas de solidarité qui sont magnifiques dans nos sociétés et qui marchent très, très bien. Il ne faut pas non plus que tout soit négatif. Tout à fait, Hanan, on est d'accord avec vous. Je vois Zara vouloir poser cette question. Oui, Zara, vas-y. Mais je vais juste insister sur un point par rapport à avant, Zara, si tu le permets. C'est que certaines personnes qui n'ont pas l'intention de changer leur vie, ils vont juste se contenter d'utiliser cet argent-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de quoi boire. Si tu me donnes un 100 000, un 10 000, qu'est-ce que je fais? Je vais aller acheter le dernier téléphone. Je vais aller acheter un voile. Je vais aller. À aucun moment, je vais me dire, OK, je n'ai rien, il faut que je change ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? On n'a pas beaucoup de sollicitations de la part des personnes qui ont réellement envie de faire quelque chose, qui viennent vers nous pour nous dire, donne-moi juste un peu.
un 10 000, un 20 000. Parce que moi, je vais commencer à vendre commencer quelque un chose pour commerce, m'en oui. sortir. Exactement. Oui, Zara, Justement, allez-y. merci Hamza. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec Hanan, mais moi, je me dis le combat personnel, il est plus facile. Mais le combat collectif et puis la solidarité, elle est plus pratiquée en collectivité que personnellement. Heureusement, comme elle le dit, il y a aussi la solidarité dans sa plus belle forme, sans matériel, où tu es dans une situation et que tu as des gens par solidarité qui t'assistent, qui sont avec toi. Moi, je l'ai vécu. Tout à fait. On a eu un événement malheureux qui nous a amené à nous écarter du pays pendant 1 an. Mais on a vécu cette solidarité dans sa plus belle forme. Tout à fait. Des gens qui ont du mal à se nourrir, mais qui ont fait d'énormes efforts. Aujourd'hui, pour traverser N'Djamena, aller au Cameroun, il faut au moins une carte d'identité. Il y en a qui n'en avaient jamais produit, mais qui se sont attelés à aller se faire délivrer des cartes d'identité juste pour aller là-bas et voir dans quelles conditions on était. Donc, heureusement qu'il y a cette forme qui existe et qui nous permet des fois d'équilibrer les choses et de trier et voir vraiment quelle est la solidarité qu'on peut partager avec les autres. Aujourd'hui, il y a des exemples concrets, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui, dans le cadre de la polygamie, qui décident d'être polygames. On n'est pas obligé d'être solidaire. Ce n'est pas parce que je suis contre la polygamie, mais on n'est pas obligé d'être solidaire avec quelqu'un qui décide de prendre une deuxième épouse parce qu'il en a déjà une. Et tu te dis, s'il est arrivé à un stade où il a suffisamment les moyens pour se prendre en charge et qu'il en décide d'en prendre une deuxième, tu n'es pas obligé d'être solidaire avec lui matériellement. Ouais. C'est vrai que cet aspect-là aussi, on trouve très souvent des gens qui sollicitent de l'aide parce que je dois faire le baptême de mon enfant, je dois faire le mariage de mon fils, de ma fille. Et surtout pas le premier. Le Voilà. deuxième baptême, Oui, le le troisième, le troisième. quatrième, et c'est interminable. Et même les premiers, moi je pense que chacun peut quand même célébrer ou organiser un événement par rapport à ses possibilités, par rapport à son portefeuille, à son budget. Et là aussi, c'est peut-être encore un autre chapitre qu'on ne va pas Tout à toucher. fait. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut intervenir et d'autres non. Je suis d'accord avec Zara pour dire que voilà, tu veux te prendre une deuxième épouse. Ça, c'est un choix personnel. Et si tu veux le faire, tu le fais, mais avec ton portefeuille. À mon avis, il faut savoir mettre des limites. Mais justement, les limites, est-ce que c'est juste au niveau, comme je le disais tantôt, personnel, collectif, ou bien c'est fixé des cadres bien définis au niveau communautaire? On est quand même aussi, on a des chefs traditionnels qui sont là, qui sont assez écoutés. Est-ce qu'il ne faut pas aussi plus commencer par ceux-là? Parce que la sensibilisation, que ce soit au niveau familial, au niveau d'une maison, d'une famille, n'aura pas assez d'impact puisque il y a un déséquilibre. Tu vas te retrouver un peu seul et la majorité est dans cette mentalité. Et pour faire changer cette mentalité, ce n'est pas évident. Donc, est-ce que les chefs traditionnels n'ont pas un rôle important à jouer pour mieux recadrer ce principe de solidarité et revenir un peu à la solidarité de base qu'on a toujours vécue, qu'on a toujours connue? La solidarité noble dans son essence. Mais c'est tout ça à la fois. Mais qui compose les différentes organisations sociales? C'est chacun de nous. Ah ouais. Donc on revient à la base encore. C'est un changement qui doit se perpétuer d'abord à ma personne, qui permettra d'influencer le cercle le plus proche, la société, les organisations et tout ce qui va avec. On va essayer Donc, de c'est prendre collectif. note, Anan. C'est difficile, je vois que tout le monde... Mais c'est parce que c'est difficile qu'on est là. Et je ne suis pas là pour caresser les choses dans le sens du poil. Je suis là pour vous bousculer, pour vous dire qu'à un moment, en fait, il va falloir penser à vous. Il va falloir vraiment penser à votre personne. Madame Hanan, justement, si une personne commence à s'organiser à son niveau, on va dire à Ouda Sabiki Nassara, Voilà. Naskuluma Idora, et puis tout ça. Mais en fait, ça revient encore à la même question. C'est que chacun doit accepter d'être mal vu, d'être mal perçu, qu'on te mette une étiquette sur la tête. En quoi, si on relègue Nassara, ça te pose un problème? Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Oui, justement. Oui, Est-ce que ça fait de toi une personne qui n'aide pas les autres? C'est justement l'étiquette là que... on va te la Qu'on coller. évite. Oui. Exactement. Donc, c'est être en paix avec les étiquettes que les gens sont capables de mettre sur vos têtes. C'est là où je dis que ça joue plus sur le narcissisme, un ego qui ne dit pas son nom.
Le risque d'isolation. d'isolation. Tu ne justement. vas pas être isolé tant que tu es utile aux gens. Ah ouais, d'accord. Suleiman, on va faire un petit break musical. Qu'est-ce que tu nous as préparé là? Merci Hamza, bonjour à tout le monde et bienvenue à Hanan. Pour cette respiration musicale, je vous propose un titre très contemporain de la scène soudanaise, signé Khawjali Ousmane, avec son titre assez connu, Ma bin Ikhtalif, qui signifie littéralement on ne se divise pas. Ce n'est pas un chant de fusion, encore moins un appel à penser tous pareils, espèce de promotion du colorblind, mais c'est une invitation à tenir ensemble malgré les différences, malgré les désaccords, malgré les fatigues aussi. Ici, la solidarité n'efface pas les singularités. Hanan est revenu sur cet aspect de la solidarité active et parfois égoïste. Cette bonne solidarité, elle accepte les singularités. Elle repose également sur l'idée simple que l'on peut rester lié sans se confondre et s'entraider sans s'annuler. Une musique qui prolonge exactement la question de ce jour, jusqu'où être ensemble sans se perdre soi-même. Écoutons. Très bon choix musical, Suleiman, comme d'habitude. Tu nous as fait voyager une très belle chanson. On revient au studio avec Hanan Mouta. Et Hanan, on dit souvent, pour faire un changement, il faut commencer par les tout petits, par les plus jeunes. Qu'est-ce qu'il faut, quel conseil ou quelle éducation, quelle valeur transmettre à ces jeunes qui sont aujourd'hui tiraillés entre modernité et tradition, et pour qu'ils réinventent la solidarité à l'heure du temps? Permettez-moi de revenir encore sur l'essence même de la solidarité. Il ne faut pas qu'on se disperse. On fait beaucoup d'amalgames dans notre société entre la solidarité, les obligations socio-familiales et l'assistanat. La solidarité, dans son essence la plus noble, c'est assister les autres
tout en gardant leur dignité, si je peux dire ça d'une manière simple. Mais avant d'arriver aux enfants, nous devrons, nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, l'incarner. Parce que c'est à travers nos comportements que les enfants copient. Ça, c'est un. Des deux, on voit de plus en plus un changement dans la transmission de la manière de rendre la solidarité. Je pense qu'on est à peu près de la même génération, ou la génération un peu d'avant. On a assisté au fait que chez nos parents, ça a toujours été plein de cousins, de cousines, des oncles, des tantes, et c'est toujours une ou deux personnes dans une communauté qui portent la majorité des ans. Et ils le faisaient sans se poser des questions, sans penser à soi, ça a toujours été les autres avant soi. Depuis quelques années, on constate que ces personnes-là, on a fait grandir le père, la mère, on a marié, on a fait les baptêmes, on a éduqué les enfants, 1, 2, 3 générations. Et ils cherchent à perpétuer cela avec nos enfants ou nos frères et sœurs. Sauf que la génération de maintenant dit stop. Arrive de plus en plus à mettre des limites pour faire la solidarité qui est bonne. Donc revenir à l'essence noble de notre solidarité-là. Il ne faut vraiment pas qu'on confonde les choses. La tradition n'a rien à voir du tout avec la solidarité, ni les obligations sociales. En tant que fille, en tant que mère, en tant que frère, en tant que père, j'ai des obligations vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes enfants, de mon épouse, mais vis-à-vis également de mes voisins et de ma communauté là où je vis et de mon pays, pour aller d'une manière plus large. Mais je n'ai pas la responsabilité de porter les fardeaux des autres. Et encore moins de jouer au sauveur. On aime beaucoup jouer au sauveur dans nos sociétés. Sauf qu'on se noie. À vouloir sauver les autres, on est en train de se noyer. Et cette génération-là fait une chose qui est très très bien maintenant. C'est revenir même à la base de la solidarité saine. Toi, tu estimes qu'ils sont beaucoup plus conscients que nous et voilà, ils sont moins victimes de cette pression sociale ou même familiale. Parfois, ce sont les parents même qui t'amènent, je dirais, à l'exaspération parce qu'ils te disent « toi tu es là, pourquoi tu ne fais pas ça ?» Ils ont une aisance à dire non. Ils ont une aisance à mettre des limites. Exactement. Que nous, on n'avait pas forcément, pour X, Y raison. Peut-être l'éducation, peut-être le fait qu'on nous a toujours dit c'est à toi de porter, c'est à toi de faire, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça a toujours été que tu es l'aîné, tu dois faire, point. La génération de maintenant dit non. Je fais ce que je peux, mais ça ne veut pas dire que je me coupe des autres. Ça ne veut pas dire que je me coupe de mes obligations sociales ni familiales. Je fais, mais je fais ce que je peux. Ouais. Mais parce que moi, avant, encore une fois de plus, on cherche à manger et à boire. Maintenant, il y a les téléphones, il y a les habits, il y a le matériel qui a pris en dessus. Mais si je passe mon temps à aider les autres dans l'excès, je ne peux pas avoir cette vie que moi je rêve en tant que jeune. Oui, tout à fait. Il y a un choix à faire. On tire vers la fin de cet échange. Hanan, quel message voudrez-vous transmettre à ceux qui nous suivent? Donner, recevoir, demander, oser dire non. Comment avancer avec honnêteté et bienveillance? Soyez généreux. Mais la générosité commence par soi-même, envers vous-même. Soyez bon, mais ne soyez pas con. Soyez utile pour les autres, mais utile d'abord pour votre personne. Message aperçu, très bien, d'accord. On va chercher à être moins con. Quelqu'un a quelque chose à ajouter, Souleymane? Je te vois en train de secouer la tête. Zara, tu as quelque chose, un complément? Non, juste pour peut-être confirmer et compléter ce qu'Anan vient de dire, on fait face à une génération qui ose dire non, parce que non seulement ils se fixent des limites, mais qui ont aussi été en partie victimes un peu de cette forme de solidarité exagérée, parce qu'ils ont vu que certains en ont plus profité qu'eux. Tout à fait. Et ils refusent maintenant de continuer dans cette lancée pour que non seulement eux, ils ont été victimes, mais que leurs enfants, qui seront d'une autre génération, puissent continuer à subir cet abus de solidarité. Tout à fait. J'avais voulu entendre Hanan aborder la question de la solidarité dans une dimension un peu plus macro. C'est normal, elle s'occupe du développement personnel. Mais il y a une dimension sociologique de la solidarité. J'aurais aimé avoir son avis là-dessus. Mais il
Il y a également un autre aspect qui est l'aspect religieux. Elle l'a brossé très rapidement, elle est passée dessus. Très souvent, on invoque en appui à cette solidarité qui exige littéralement que la personne qui aide se détruise pour venir en aide aux autres. On convoque la religion pour appuyer cette approche-là. Or, l'islam est très clair sur cette question-là. Vous avez l'obligation de vous occuper de ceux qui vous ont amenés au monde, c'est-à-dire vos parents, père, mère, et de ceux que vous avez amenés au monde, et la personne avec qui vous les avez amenés au monde. En d'autres termes, vos parents qui vous ont donné la vie, vos enfants à qui vous avez donné la vie, et votre épouse ou votre époux. Vos obligations se limitent de façon très claire dans l'islam. Mais dans notre société, malheureusement, on extrapole les obligations religieuses et on les conjugue à cette forme de solidarité qui est négative. Voilà, donc c'est peut-être cet aspect-là qu'il faudrait aussi mettre en exergue, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Souleymane. Et en fait, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je peux revenir dessus peut-être pour appuyer certains aspects. C'est que cette obligation religieuse qui nous régit tous, on use et abuse énormément. Les gens qui ont des mauvaises intentions par rapport à ça usent et abusent, alors qu'en réalité, tu viens juste de rappeler la solidarité ou les obligations. Moi, j'appellerais ça les obligations familiales vis-à-vis de nos pères ou de nos responsabilités. C'est ça, oui. C'est pour ça qu'il y a un amalgame qui est fait entre l'assistanat, les obligations socio-familiales, parce que je dois être bon avec mes voisins, mais d'abord être bon avec moi-même, avec mes enfants, mon mari, mon épouse à la maison et mes parents qui m'ont donné la vie, effectivement. Tout à fait. Mais je ne suis pas là pour porter le fardeau des autres. Je ne dois pas assister à tort et à travers. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que ça me fait du bien de le faire. Et ensuite, parce que je peux aussi le faire. Je peux le faire, exactement. Ce qui fait que tu mets de limites. Tu mets de limites et tu le fais avec plaisir. Ça t'évite d'avoir un AVC ou de la tension inutilement, en fait. À ce point. À ce point-là, parce que on assiste de plus en plus, on se détruit, en fait. Exact. En longueur de journée, celui-là vient te raconter sa vie, l'autre vient, qui en réalité, dans la majorité des cas, ce ne sont même pas des problèmes. C'est juste pour escroquer. Là encore, on parle sur la forme la plus extrême de la solidarité. Mais on a beaucoup de solidarités qui sont belles, qui sont disponibles. Tu vas dans n'importe quelle maison, tu demandes l'hospitalité, on va te la donner. Ça, c'est la plus belle de forme de solidarité qu'on trouve dans nos sociétés. Maintenant, la première question, c'était plus par rapport à l'aspect macro de la solidarité. Absolument. C'est l'organisation sociale. C'est les organisations sociales, c'est mettre en place des structures qui permettent aux gens qui sont dans des situations difficiles de trouver de secours, de trouver de l'aide sans en abuser. Là encore, on est dans les abus. Les structures sont là, mais parce que Hanan veut se montrer, parce que Hamza veut chercher X, Y chose, il va ouvrir Là encore, je ne suis pas en train de tirer sur quelque que ce soit. Je suis juste en train de révéler certains aspects qui sont toxiques de la solidarité dans la manière la plus macro dans notre société. Mais quand c'est très bien fait, je n'attends absolument rien de qui que ce soit. Je le fais parce que je peux le faire et j'ai envie de le faire et je cherche les moyens pour le faire. Parce que si je suis bien, je peux mettre les autres bien. Mais ça ne veut pas dire non plus que je vais t'aider continuellement et indéfiniment pour que tu abuses et que tu ne fasses aucun effort pour changer ta vie. En réalité, la solidarité, c'est quoi? C'est que je t'aide pour que toi, en retour, tu aides les autres. Donc, il faut que tu t'en sortes. C'est exactement le concept de la zakat dans la religion musulmane. C'est que si je te donne aujourd'hui un certain montant par rapport à ma richesse, c'est pour que tu en fasses quelque chose, que tu fructifies, pour que demain, à ton tour, tu puisses aussi aider les autres. Mais si on utilise cette solidarité-là dans sa cause la plus noble, personne ne serait démuni. Tout à fait. Ouais, Hanan. Merci Hanan pour ces éclairages, pour ces échanges. On continue avec Reflet Croisé et là, on va passer à la Minute Culture. Merci Hamza. Il y a des liens qui ne se voient pas, qui n'ont ni couleur ni forme, fragiles, mais plus résistants et tiennent plus qu'une corde quand ils sont vrais. L'amitié. Qu'est-ce que c'est au fond? Jouer ensemble quand on est enfant, parler, rire, c'est choisir sans raison parmi tant d'autres. Elle arrive comme ça, sans prévenir, par un sourire, une poignée de main un peu plus longue que d'habitude, une conversation qui s'attarde autour d'un thé ou un moment partagé qui paraît banal sur le coup, mais qui change tout.
L'ami voit ce que les autres ne remarquent pas. Il entend les silences et sait lire entre les regards. C'est aussi celui devant qui personne n'osait médire. L'ami, c'est celui qui te soutient, te protège et t'accompagne dans ton quotidien. Nous avions peut-être été blessés par un ami ou blessé quelqu'un, mais la déception d'un ami fait plus mal qu'un amour qui s'éteint, car l'amitié est sans doute le sentiment le plus délicat qu'un rien peut briser. Ici au Tchad, l'amitié n'a pas besoin de mots. C'est une présence qui prend une dimension beaucoup plus sacrée. Nos grands-parents offraient une partie de leur terrain pour permettre à leurs amis d'habiter à côté, rester proches et partager le quotidien. Nos parents aussi honoraient leur amitié de la manière la plus forte jusqu'à donner leurs enfants en mariage. Leurs amis sont appelés tantine et tonton, non par politesse, mais parce qu'ils sont réellement tissés dans la vie familiale. Quant aux jeunes filles et garçons, ça commence parfois par les wazirs ou les wazirés de circoncision ou de mariage. Être ami devient donc un engagement, un honneur et un privilège. Il n'y a plus de devoir, seulement la volonté d'être là, se faire confiance et se soutenir quand la vie nous secoue, s'écouter, s'encourager, partager pas seulement les larmes, mais aussi les rires et les sourires. Les vrais amis se cachent dans les souvenirs, les photos, les chansons, ces instants que personne d'autre n'a partagés. Je pense aux amis qui ont porté mes secrets, vu mes ombres, consolé mes chutes et déclenché mes plus grands éclats de rire quand j'en avais le plus besoin. L'amitié, c'est de l'amour sincère qu'il faut cultiver, se comprendre sans explication, se pardonner sans condition et avancer ensemble sans se retenir, l'un de l'autre. Elle évolue, se transforme, se distend parfois, mais laisse toujours des traces. Au fond, on peut traverser bien des choses seul, mais tout est plus doux, plus léger, plus vrai quand on a quelqu'un qu'on peut appeler ami. Et à vous qui nous écoutez, ne trahissez jamais la confiance d'un ami, ne perdez pas votre trésor. Oh, merci Zara. Fantastique. Là, vraiment, ça aussi, c'est notre élément de notre culture, de notre société. L'amitié dans la société tchadienne, elle est presque sacrée. Aujourd'hui, c'est vrai que la jeune génération, parfois, ils perdent un peu cette référence, mais avoir un ami, c'est vraiment avoir un trésor. On va tous essayer de ne pas perdre notre trésor, Zara. Merci. Pour... Oui, Reflet Croisé continue. Et de la minute culture, on passera à la minute philo. Et là, c'est au tour de M. Suleiman. Merci beaucoup, Hamza. Pour la minute philo d'aujourd'hui, le titre qu'impose notre thème d'aujourd'hui qui est la solidarité. Et après avoir écouté notre invité, le titre naturellement deviendra la dette impossible. Il y a un moment précis où aider cesse d'être un geste libre pour devenir un automatisme. C'est souvent là que quelque chose se fissure. Ce qui était un élan se transforme en obligation morale silencieuse, parfois même pernicieuse. La solidarité pose une question rarement formulée. Ai-je encore le choix ? Lorsqu'aider devient un devoir permanent, il ne repose plus sur la générosité, mais sur la peur de décevoir. On n'aide plus par conviction, mais pour rester conforme à l'image que les autres attendent de nous. Or, une solidarité qui nie l'individu finit par l'user. Elle fabrique du ressentiment, expression très chère à Nietzsche. Ça fabrique aussi du silence, parfois même de la fuite. Le paradoxe est là. Une valeur censée relier peut, si elle est mal régulée, isoler profondément. La vraie solidarité n'est pas celle qui exige le sacrifice, mais celle qui accepte les limites. Elle reconnaît ce qu'on ne peut pas tout porter, tout réparer, tout compenser. Aider n'est pas s'annuler. C'est choisir lucidement quand et comment être présent. Présent au monde, présent à l'autre. Et c'est la solidarité la plus juste, commencer par le droit de dire non, tout simplement.
sans honte et sans sentiment de culpabilité. Voilà, reflet croisé, on va continuer. Suleiman, je pense qu'après cette minute philo, on va faire encore un break musical. Qu'est-ce que tu as pour nous? Pour cette seconde respiration musicale, je vous proposerai un détour par une pratique ancestrale de la culture Massa qui est à l'honneur cette semaine et qui s'appelle le Guruna. Donc le Guruna n'est pas qu'un rite pastoral, c'est une école de la vie, une retraite collective où chacun apprend à tenir sa place, à contribuer, mais aussi à respecter ses limites. Dans le Guruna, la solidarité n'est ni une injonction permanente, ni un sacrifice solitaire. Elle est partagée, organisée, transmise. Chacun donne ce qu'il peut, quand il le peut, et pour que le groupe tienne, sans épuiser l'individu. Cette musique s'inscrit dans cet esprit, elle accompagne le temps long, le pas mesuré, l'attention aux autres et à soi. Une solidarité qui relie donc sans contraindre. Écoutons. Chanson d'Afrique, c'est le pays des bananes. Ici on nous appelle Jorio, parce que nous on est des guerriers. Jouer le timna, jouer le tilla, jouer le timna, c'est pour danser le bourna. C'est la chanson d'Afrique, c'est le pays des bananes. Ici on nous appelle Jorio, parce que nous on est des guerriers. Jorio Sachat non kafi. Yorio Chadiena, Wayanle, Yogi Glo Savannah, Yogi Glo Koteki Tultena Bayaga. Yorio Saboro Yogi Glo Ogo, Yogi Glo, Sapiangana Yogi Glo Ogo, Yogi Glo, Yorio Sapalana Yogi Glo Ogo, Yogi Glo, Sakunukayana Yogi Glo Ogo, Yogi Glo, Yorio Satere Yogi Glo Ogo, Yogi Glo. On vient de suivre une musique très alléchante de Gourna. Le Gourna qui vient d'être inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO
lors de sa session tenue à New Delhi, en Inde, du 8 au 13 décembre 2025. Merci, Monsieur le Président de la Commission de supervision générale de Tokna Massana, porteur de l'initiative et chef de toute la délégation Massa, Tchad et du Cameroun, Routouang Mohamed Ndonga Christian. Bonjour une fois de plus. Bonjour, Là, Hamza, on vous bonjour toute reçoit l'équipe. en direct de notre plateau. Est-ce que si vous deviez raconter le Gourna comme on raconte une histoire, que diriez-vous pour nous faire comprendre ce qu'il est vraiment? Alors, le Guruna, s'il faut le raconter comme une histoire à un enfant, c'est les retrouvailles autour du feu, la chasse entre enfants, l'éducation, l'apprentissage collectif et développons l'auto-éducation du jeune garçon et de la jeune fille. Il est en réalité, pour beaucoup qui connaissent Guruna, lié à la danse, mais non. Le Guruna, chez le peuple Massa, c'est une pratique culturelle, sociale et surtout majeure dans la communauté qui permet de faire un retrait à proximité d'un village autour d'une place d'eau, d'un flaque d'eau, d'un fleuve. Il y a l'accès strict à l'eau qui est l'un des éléments fondamentaux du Guruna, où ces jeunes viennent avec leur bétail pendant des périodes où il n'y a pas assez d'herbe autour du village, afin de non seulement apprendre à vivre ensemble, apprendre à devenir un vrai homme, Massa. Massa, pour nous, ça signifie l'homme, la traduction de Massa. Le Guruna signifie à la fois le campement, mais également l'homme ou la personne qui pratique, le pratiquant en réalité. Cette retraite pastorale autour du village permet donc à ce jeune garçon et la jeune femme d'apprendre l'école de la vie. Comment on vit en société, comment mieux comprendre les aspects utiles de ton développement personnel, mais également à la jeune fille, comment tenir le foyer, comment devenir une femme intégrale, comment devenir une femme qui sait accompagner son mari dans les périodes de culture, dans la retraite autour du bœuf, une femme qui sait tenir son foyer. On leur apprend les valeurs comme comment maintenir sa virginité dans un campement avec les hommes. Il y a ces limites-là qui permettent à la femme d'être à côté de l'homme, mais de maintenir les valeurs qui sont dédiées à elle. Et pour le jeune garçon, il apprend en réalité également la danse, la lutte, les lectures spirituelles également. Mais au-delà de ça, il apprend à devenir, comme on le dit, un homme. Un homme tout simplement qui sait défendre sa famille, qui sait entretenir sa famille, qui sait chercher à manger. Très édifiant vraiment. Maintenant, qu'est-ce que le Gourna apprend aux jeunes, non pas seulement à faire, mais à devenir? Alors, à devenir, c'est-à-dire que ce Gourna permet donc, comme je l'ai dit dès le début, c'est qu'à cet homme-là, de devenir un bon lutteur, par exemple, de devenir un bon défenseur pour sa famille, et devenir un bon éleveur parce qu'il doit garder ses bétails contre les voleurs. Il doit en réalité savoir protéger son village, mais également savoir comment danser. En réalité, cette danse qui est finale permet donc à l'homme de s'exhiber, ou le jeune garçon de s'exhiber pour montrer ses muscles, ses compétences et surtout ses aptitudes à protéger sa famille. Donc, voilà, il devient tout simplement un homme complet, un Massana en quelque sorte. Mais est-ce que, Monsieur Christian, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut participer au Gourna?
Non, il faut d'abord noter qu'il y a plusieurs types de guruna. Et il n'y a pas d'âge spécifique à ce type de guruna. C'est pour les jeunes garçons. Guruna. Oui, Guruna, c'est pour guruna, bien évidemment. C'est pour les jeunes garçons qui veulent apprendre à être hommes. Donc, il n'y a pas d'âge. Bien particulièrement, la plupart vont pendant la période de puberté des hommes, parce que c'est à cet âge-là que l'homme développe ses aptitudes, développe sa corpulence, mais également se sent en réalité à même d'être un homme complet. Donc cette période étant utile pour lui d'y aller. Mais cela n'exclut pas que les plus jeunes puissent être là. Par contre, pour les femmes, c'est des femmes autour de 13, 14, 15 ans où elles développent les aptitudes féminines. C'est autour de ces âges-là qu'on les envoie à être une femme. Ce n'est pas dédié aux hommes, malheureusement. Le gouvernement n'est pas dédié qu'aux hommes. C'est pour les hommes et les femmes qui vont apprendre l'école de la vie. Christian, venons-en à l'inscription de Guruna sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Au-delà du symbole, qu'est-ce que cela change concrètement? Alors, déjà, ça permet de valoriser cette culture, mais également de dire aux yeux du monde que cette culture sera donc prise très au sérieux dans sa protection au niveau mondial. Protection dans le sens où cette pratique-là sera développée, étudiée, afin que les êtres humains puissent s'en approprier et vivre de cette culture-là. Ça permet de donner le cutus ou encore la légitimité socio-économique à cette culture pour que les pratiquants puissent, au-delà de sa pratique, y vivre, générer des revenus, parce que sur le champ, son inscription va susciter un réel besoin de tourisme pour sa découverte, ce qui va générer du flux d'êtres humains, donc du flux de ressources financières également. Mais ça permet aussi d'assurer les partenaires de la viabilité de cette structure, qui va donc permettre donc aux pratiquants de mobiliser des ressources financières, mais également à l'État de mobiliser des ressources financières pour sa protection, pour sa sauvegarde, mais également pour sa promotion touristique culturelle. Donc, pour nous, c'est un cutus, c'est une carte blanche pour son développement, pour générer des revenus pour le peuple tchadien. On ira tous à Bangor, on ira tous voir les Guruna, comment ça se déroule pratiquement. Et moi, j'ai des curiosités. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas Massa peut aller vivre ce moment de retrait pastoral? Est-ce que je peux aller à Bangor, m'acheter une vache et aller passer le temps qu'il faut à... Ah bon, Hanan rigole, mais attends, c'est à côté, c'est fascinant, je lis des choses, mais est-ce que tous peuvent participer? Et une fois avoir participé, on revient avec quoi? Est-ce que je sais pas, là, les personnes qui nous accueillent durant ce retrait-là nous remettent quelque chose, je sais pas, un trophée comme quoi, voilà, toi tu as été dur, voilà, toi tu as passé l'examen en quelque sorte. En fait, moi aussi je voudrais savoir, est-ce que c'est le genre Yondo chez les Sara? Non, malheureusement, c'est pas le Yondo. Chez nous, le Yondo, son équivalent s'appelle Labana. Le Labana. Et le Labana, bien évidemment, je vous dirais clairement que cette condition est encore beaucoup plus grande, et puisque c'est un truc assez à vase clos, alors je pourrais pas dire autant, mais le Guruna, c'est ouvert. Moi, je pense que c'est totalement ouvert à tout le monde qui veut venir. Encore plus aujourd'hui, puisque ça devient un patrimoine mondial. C'est tout le monde entier qui peut vivre cela, qui peut venir à l'école du Guruna. Voilà. C'est l'école. Nous, on va réserver notre place tous autour de cette table. Déjà, félicitations pour cette reconnaissance culturelle au niveau mondial. J'aimerais bien savoir, c'est une culture qui est transmise de génération en génération. Au stade actuel, est-ce qu'elle est conservée telle qu'elle était à la base, ou vu que c'est un brassage culturel partagé par deux pays, le Tchad et le Cameroun,
Il y a eu des évolutions, il y a eu des changements tant sur le fond que sur la forme, où c'est conservé à l'authenticité. Bien évidemment, l'évolution du monde a impacté la tenue de Guruna. C'est donc pourquoi nous nous sommes attelés à sauvegarder cela. Parce que avec l'augmentation de la densité humaine, les espaces où les campements se font rares. Parce que les espaces sont souvent accaparés pour des grands champs ou des projets. Et c'est ces espaces-là qui étaient dédiés à ces sorties ou à ces retraites. Donc, il y a cette menace au vu de l'augmentation ou de la démographie, de disparition des lieux de tenue du Guruna. Parce que ce sont des lieux identifiés et également, il y a des études divines ou encore des lectures divines, si je peux le dire, avant chaque campement. Donc, quand on vient au campement, un divin essaie de lire est-ce que ce Guruna-là peut se tenir ainsi? Est-ce que cette terre est fructueuse? On l'appelle le Graïda. On fait le Graïda avant donc d'installer le campement. Et c'est pour ainsi dire qu'il y a eu des légers changements ou des mutations qui nous ont poussé à réfléchir si on ne le conserve pas, est-ce que nous n'allons pas le perdre? Bonjour Christian et félicitations encore. Je suis rassurée en tant que coach de développement personnel parce que ça nous permet de revenir sur les bases, sur les valeurs à inculquer aux générations et perpétuer cette culture qui nous est si chère, sans oublier aussi ces spécifications-là dans un monde aussi global que dans lequel nous vivons. Donc félicitations, je suis très ravie. Merci. Merci. D'autres questions ou c'est bon, on peut libérer Christian? Merci Christian et félicitations. En tout cas, merci à vous également pour cet intérêt et vivement que tout le peuple tchadien puisse s'en approprier parce que c'est une chose publique maintenant et nous allons nous battre ensemble pour sa promotion. Merci Hamza. On a poussé un petit peu la réflexion au cours de cette émission. On a également reçu plein la tête avec les orientations sur la solidarité avec coach Hanan, la minute culture de Zara, également la minute philo avec Suleiman. On va un peu dégourdir l'atmosphère avec Fondoré. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. L'homme d'or na hajjufi la miras. Mina saba korang na fi solidarité. Alla miras zai shunu. زي ما تشوفوا كل يوم ناس قابوا موتوا وكل يوم الأوين قابلته ما ناس عشان ده هو السوليداريتي ده خلاص قاب يندفن حس كل يوم تعزبي فجر ده المشانسيتي بس قاب يزيد زمان انت قاعد في بيت انا اكل كان تم كله الشمان تقوم تمشي في برما انا جارك السلام عليكم ميركي كيف خداكوا لسوا هاي اجيب قريب اليوم اخوي مش بيت انا قلت السلام عليكم خداكوا لسا كم خديت كلام دنيا كم ما خديت كلام دنيا بشولو بحج فوق في شارع لكن زمان ده ما في عشان ده انا ندور نحج فيه ما لها سبيقي ما في لان الناس يا شيكه الرخب زاد لهم انت بس اللهم بني ادم كي تقوم كي بس تأذبي فجر ده لقوم هناك ده في اين انا نادو فلان انتيني فلان انتيني فلان ما جيب ليوا فلان ما سوي لي لكن زمان الناس كان قوموا ده يا تقول لقوم تغير جميل الله اليوم ينتوك تاكل ام باكر كله ترجع ينتوك تاكل ام بكره كانتوك اكل انت كي ما عندك لحد سنه سنتين لنفسك حلالك كما تنفع من السوليداريتي بيجي ما في ده واحد ما اخو حلاله في لب البيت في لب البيت ما اخو ترى اخو كم الله انت شغل شيء ده يمر برا الناس قرا وما لا تعرفوه جاي من وين قاري وين امزه ما جاي هنا ما انا بس في كاريفور ده اللهم ما اللي جاي وين تواي الناس بهجوا فوقه ده واحد زمان كم عندنا ادر ده ما انا اجور فناجيل ولا انا اجور بريش ولا انا اجور برام شنو جابا السوليداريتي ناس قابوا لهم بكوتيزي كونتريبي بو ماتريال جاي في البيت فلان ندور الله من دينا سمايا هاكو فلان هاكو اليوم بيجي ما في تمشي تفتش برا تاجر
ده كل كارتي انا كما خطيتها ما ينتق الا جارانتي واحد كم عند علم جاي في سبيل الله يقول يا مالا باي ده عشان كم انت ناس في سبيل الله ده يجيبوا لي فنجال 7 8 مكسر سباره كسر ودكي ودكي بقينا لحد انك السوليداريتي ما شاري القى نروح ذاتك ما عندنا درب نروح فوق ذاتك ما عندنا مو سوليداريتي شيلك المشريب عندك وسخ في شاري بكربل النظافه ده يوم ناس جايين ينظفوا بلدهم ده بالسوليداريتي انت ماجي شغل ما زقلت لقيتها واقي تعرف تشب تفتش مكان انا زقلينا تخطها ده كله بيجي ما في وتعالوا شوفوا لكم شوفوني انا سوليداريتي كمل بيشوفوني اليوم ده نار ما بقول لك يوم الجمعه انا قاعد اقسم زكاه ويتر ستر دم مساكين ده توندل في خشن بيته يمر لهم دوزير تعرفوا كلام شنو هو قاعد داخل يشوف الكاميرا كاشي حمزه جفات واي حمزه كله جفات شافانا قاعد نقسم اليوم اي انا نقول داكو ايده وتر جيراننا كله يعرفوا كي علاج فلان اليوم جاي يقسم زكاه دوزير قبل يمر لهم مساكين ده كم مرق ده 400 300 دخل نشا اخو ده جبتا اخو يدي مقجمه زغلوا يلا وامين اللي جاي مرق ب 400 حق من بكان ده وانا كمان ندور نهجي لاخواني البجو بشولوا 400 500 كل يوم بفجقهم وبصوم كده واحد تلقى عنده قدره خدمه اللي يصير انت لقيت انت قرزه كل ما تقدر تسي ما يمشي يا خدم قايده بهيني قال له فلان جاي قسم يجي يمشي ويخطك يشرك في شارع بفيلم انت كي قبل نانو بس قال لهم ينتك ده بالا شوفوني ما ينتك رينيو انا فاهمي زمان بقول رينيو ده يعني جاي براتيكي ديمو بقول لك قال لهم انا جاي مع جيراني قال لهم انا جاي مع اخواني اليوم ده قال لهم انا قاعدين اهل ام بيننا تمشي ده تلقانا ذا نفر واحد طول زمان ده ما في بقول لك انا مع جيراني وما اخواني بيدا كله كان جو قاعدين ده قال لهم كان سخيرك دخل في بيت انا فلان كله انت مشيت المشبك كان حمزه تعرف حمزه ده شفته هو يبقى لك شنو هو نادمك ما لما تمشي كان خالك تمشي لفلان الناس كل بورو جاي فاروقو يال خلاص ماشيين ده السوليداريتي ده قاعد ندفن كل يوم مش اوين رجال بموتوا اوين بس قاعد يلدوا سافدير كات السوليداريتي ده خلاص ماشي قاعد بودر لكن شيء عجب ما في نقدر نقربون نجيبون خطو مي الناس هسه خلاص قلب بيجي ميت اي نادم قاعد اصبح فجر ده فنجال انا شاي كان ما دخل شرب كان جيراننا ده كمين ده اشرب كل ما يمشي يشرب وكل يوم كان فات وراي ده فلان ده بلانا بقدر بقعده فلان ده بلانا بقدر بيسيوه فلان ده بلانا وهو كل يوم قلبه ميت بنتو اليوم ام باكر بنتو اليوم ام باكر بنتو كم جاي ابو مسكين كل يمشي شيف ابا انه يخدم شنو ولا ابا عنده مسكين جاي يدبر هسه انكون ابوي ده خسال يمشي خشومبار يجي ولا ابوي ده انكون جاي يمشي كله مينيزي جاي يخدم انا ده ما عندي خدمه خلينا نمشي ناوينا في دك اليوم دك ما في يقعد ده مش الاكل صابون ويتشرب خبق قم في كاريفور ايوين كان ماشيين ده جايين خروا قلبهم جاي تم تك شافوا عشان بهجي فوقهم خلاص ما عندنا خدمه خلاص بقينا ماشيين ده يا جماعه فكرنا خلاص جينا في سوليداريتي قد يعني ما نقول ودر جاي من شغلنا بشنو بيشوفوني بلا شوفوني ده نارم كحق ما تلقى تاكله كان فكرت اسال لهم نار ما قسم انا شفت ادي لقى قسم شغل ناريا في انسر 2 3 ام باغر ترى عزمتكم خار تعالوا ما يقول عندك عزمتكم خار يجوا خار كي خلاص ابري عند لي شوال ريس 3 4 اخوته في روتير يمرق يمشوا فيلم فلان سوكي فلان سوكي فلان سوكي خلاص وهلوا لي انت الان تاكل كما جيت فوق الامبارح نجيب مدد دينك ده اللي ما انت ما الله يرضى عليك خلينا حجي بالعجين كلك ناس كتير في بنتو نارم عند خبر ما في يوا في ناس بنتو نارم عند خبر ما في لكن هو قال لهم بقي 9% ولا نقول لك 7% البودور بشوفوا انت بتجيب الحجيتي فوق كله البنتو اللي بشوفهم ده هم من تندل في البريل ده شوال الله جاك لكن في ناس ينتو يقول لك حق كم مشيت كل ما تقول انا قاعد لكن أنينا هسه حاليا شغل تلفة بلنا ومشين كل يوم ده كانوا قبول ورا الناس كله قاعد توروا أني كانوا قبول ورا مالا شنو جا أزينة الجاي أزينة ده هيا الزمان ده ناس بيقولوا شنو دنيا خير هسه دنيا ما خير دنيا ده من زمان نعرفين ده هراي وين في الليل نهار والليل قايد شيء خير في الدنيا ما في الناس يا خيروا تو الناس الخير بس كان قبولوا في درب وتن يمشي أدير كمان قبولوا كمان قال لهم أنت شايفة زمان تقوم ده في التهورة أنا رفيق القايمك في التهورة ده لحد أروسة كله بس وزير كيوم عندك وفا عندك شنو كله قايم ملصق ماك تك تك قال لهم رفقانا ودوا بكيكي خنقوا قتلوا قال لهم رفقانا ودوا بينا شالوا قتلوا وكان سميت شغل القتلوا فوق أنكون كأكلوا اليوم أم باكر 5 يوم ما يوديم وخلاص كملوا ما عندنا مسألة عشان ده آخر رسالة هجي كل الكلام الناس كلهم ده يعني السوليداريتي أهم حاجة
le inti togoti fariga akhog ma jiran iyalag ma jiran da ahsan khallini ishu zai zaman abbahanna asho chadda bono be solidarité lakin kibir be méchanceté da saraha bunu ana chat ke be solidarité nas kullu zaman rasum mulamma nas wahid ya tukulu to immi min sana santin 3 4 taji ala je 30 qabul immi alga turida ma abbar shay amma ma fi دين جم كان بيجي الراجل قبل تفاهمه لكن اليوم ده هي مش اللي هتوقع ما تمشي ده ما مننا يا تقول جهز روليدا عشان مثلا بقول شنو انت اللي جيت تدف في الليل ما نقول مثلا يعني جبل هجيته اليوم نار ما بقدر بيني ما نار انت اللي جيت تدف في الليل دف دجا سلام عليكم انا دف بكان نمشي النوم ما في النوم ما نقدر مالا ويقول له سلام كان نومتره كان ماد ولا كان شغل سواره ام باقي هاتو شيل المسؤوليه حقه انت اللي توري الكلام ده ام باقي في الليل انت كل امشي لنارهم يورو في راسك. Ça veut dire que erreur de dunia ma khayr nas bas khayru. Merci Fandoré pour ces réflexions humoristiques. Voilà, Reflet Croisé tire à sa fin. Coach Hanan, si on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui nous écoutent gardent de tous parmi les choses qui ont été dites? Qu'est-ce que vous voulez que les gens mémorisent, qu'ils tiennent au fond de leur cœur? Qu'ils aident les autres par plaisir, par amour, tout en préservant la dignité de l'autre. De diffuser la baraka, parce qu'en diffusant la baraka, on la récolte, donc la forme de la plus noble. Et chacun d'entre vous l'a dit à plusieurs reprises et d'une manière différente. Revenons aux bases de la solidarité. Que chacun d'entre nous change de comportement, soit plus gentil, plus généreux sans arrière-pensée. Faites le bien autour de vous et soyez bien et soyez bon. Merci Hanan. Effectivement, nous arrivons au terme de ce numéro de Reflet Croisé. Merci à notre invité, la coach en développement personnel, Hanan Mouta, pour la clarté et la profondeur de son regard. Était en votre compagnie pour ce numéro Suleiman Abdelkarim, Adoum Abdelkader, Zara Brahim et moi-même, Hamza Ben Hassan. C'était avec le précieux appui technique de Idrissou Tawo, Mahdi Mohamed Abdoulaye, Adoum Hassan, Aladoum Hussein, Mohamed Mazal, Youssouf Abderrahman et Njelassem Richard. Reflet Croisé revient la semaine prochaine. D'ici là, aidez-vous, soutenez-vous.